Aujourd'hui en Suisse comme ailleurs, un mineur en souffrance peut entamer une transition de genre, qu'elle soit sociale et même médicale. Au commencement étaient les LGBT, puis on a rajouté un Q pour queer et un I pour intersexe et un plus pour tous les autres. LGBTQI+. Désormais, on reconnaît des sexualités et surtout des genres, bien loin de la binarité classique homme-femme. Toutes vivent un décalage entre leur sexe de naissance et leur ressenti que l'on appelle dysphorie. Ces personnes forment la communauté trans, une communauté plutôt très jeune qui ébranle notre société. Le phénomène ne concerne qu'entre 1 et 3% des adolescents, mais les consultations de jeunes en questionnement de genre ont littéralement explosé. Notre fille dit « Je suis à 65% garçon ». Ça ressemble quand même au résultat d'un quiz. Elle a 15 ans. Je suis passée d'une fille à vraiment un garçon. Je voulais qu'on m'appelle Louis. Il a fallu que je passe par une tentative de suicide pour me libérer de ce truc-là. Au collège, j'ai jamais eu réellement de cercle d'amis. J'étais très renfermée, je passais mes journées dans ma chambre et je passais vraiment ma vie sur mon ordinateur. Mais la rencontre avec une bande d'ados va l'éloigner de son écran. Et je me disais, mais enfin j'ai trouvé un groupe. C'est pas trop tôt. Un groupe comme moi, qui mettait pas forcément de maquillage, qui s'habillait avec des pantalons et pas forcément des jupes ou des robes. J'apprends qu'elles sont un peu... Il y en a certaines qui se disent non-binaires, il y en a qui se disent hommes au lieu de femmes, il y en a j'oublie les mots, mais qui sont vraiment... qui refusent de s'identifier en tant que femme ou en tant qu'hétérosexuel. Et vraiment, je commençais à faire comme ce groupe. Elle respirait, elle mangeait, elle vivait transactivisme, LGBT, tout ce milieu-là, wokiste. C'est vraiment, je commençais à être pareil. Et puis la vie de Chloé va s'effondrer. Du jour au lendemain, son ami la quitte sans explication. La violence de la rupture bouscule toute sa vie. Il a fallu cet élément déclencheur pour que je me rende compte de toute la manipulation dont j'avais été victime, de l'influence que ce groupe avait eue. Le fait qu'on bombarde sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les cercles sociaux, partout en fait, à l'école, ça commence, qu'on bombarde de cette idéologie transactiviste et wokiste, très, de non-binarité, on veut pas de genre. Non, enfin, pour moi, c'est très mauvais parce que pour des personnes qui sont en train de se découvrir, qui n'ont pas réellement les cartes, qui n'ont pas la connaissance, quand on a 13 ans, 14 ans, je suis désolée, mais c'est impossible de savoir réellement. On connaît à peine la sexualité, on la connaît, mais de loin. Comment on peut savoir et affirmer? Quand j'avais, je pense, 13 ans, je savais déjà que j'étais attirée par les filles et puis en parallèle à ça, j'étais pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à me familiariser un petit peu avec la communauté LGBT et puis c'est par là que j'ai pris connaissance de l'existence de la transidentité. Et à partir de là, j'ai lu beaucoup de témoignages. Puis au bout d'un moment, c'était pas tout de suite un questionnement sur mon genre, mais il y a eu un inconfort qui est arrivé par rapport à ma féminité. Parfois, je lisais des témoignages et je commençais à ressentir de la dysphorie par rapport à des choses dont je n'avais même pas conscience avant. Et tout à coup, je me disais « Ah, mais ça, c'est vrai !» Et puis, je commençais à me sentir encore plus mal. Alors, voilà. Petit à petit, je me sens de moins en moins confortable avec le fait d'être vue comme un garçon. Et ça me fait déjà beaucoup de bien. Car je me dis que quelque part, j'ai l'impression de ne plus devoir prouver que je suis un garçon, de plus devoir performer, on va dire, dans ce genre-là. Et je me dis, ben voilà, je ne suis pas un garçon. Je ne me sens pas fille non plus, mais je ne suis pas un garçon. Qui serait Jess aujourd'hui? Comment se sentirait-elle si elle avait procédé à l'ablation de ses seins? Le chemin vers la transition de genre peut s'effectuer en 3 étapes. Tout parcours de jeune trans débute par un coming out, l'aveu public de sa transidentité. L'ado peut alors s'orienter vers une transition sociale, c'est-à-dire un changement de nom et d'apparence. Pas de limite d'âge pour cela. C'est l'expérience vécue par Chloé et Jess qui se sont arrêtés à ce stade. Un tiers des jeunes seulement ira plus loin.
Plus loin, c'est une transition médicale qui peut démarrer vers 12 ans, avec des bloqueurs de puberté. Ils empêchent l'apparition des caractères sexuels secondaires et permettent à l'ado, encadré par un endocrinologue et un psychothérapeute, un temps de réflexion. Vers 14-15 ans, un traitement hormonal peut être proposé. Il induira les changements physiques dans le genre désiré. Toujours avant la majorité et avec l'accord des parents, l'ablation des seins est possible. Toutes les autres chirurgies, ablation du système ovarien et de l'utérus, transformation des organes génitaux, ne sont possibles qu'à partir de 18 ans et sont rares. À noter que tous les choix corporels sont envisageables. On peut par exemple vouloir enlever ses seins et garder un sexe féminin. Il y a peu de temps encore, c'est le médecin psychiatre qui décrétait que le jeune était ou n'était pas trans. C'est aussi sur cette base que depuis une année en Suisse, le jeune dès 16 ans peut changer de sexe et de nom à l'état civil sans l'accord des parents et sans avoir à justifier d'un suivi psychothérapeutique. Mais si l'enfant se trompait sur ce qu'il ressent? On retrouve au Canada l'anthropologue Samuel Vessière, professeur de psychiatrie transculturelle à l'université McGill à Montréal. Il a travaillé sur l'impact d'Internet sur la santé mentale. Selon lui, le phénomène trans pourrait résulter d'une contagion sociale via surtout les réseaux sociaux, une thèse très contestée par les transactivistes. Il y a des jeunes qui effectivement se sentent très mal et qui essaient de comprendre pourquoi. Donc sur l'internet, ils vont trouver un réseau de support, ils vont trouver des pairs, ils vont trouver des personnes avec lesquelles ils ont des choses en commun, ils vont trouver des personnes comme eux qui vont leur suggérer pourquoi ils se sentent mal. Donc ce que certains d'entre nous dans la communauté de recherche en sciences sociales, ce qu'on remarquait surtout sur les campus universitaires, c'était une espèce de perte de confiance généralisée chez les jeunes autour de l'identité de genre, autour de comment être un homme, autour de comment être une femme. On remarque que les jeunes, surtout les jeunes de la génération Internet née après 1994, souffrent de troubles de santé mentale beaucoup plus que les générations précédentes. Et ça aussi, on ne sait pas pourquoi. On sait que nos sociétés sont très polarisées. On ne sait pas forcément pourquoi. Mais si vous voulez, en sociologie, on parle de l'anomie, de la désintégration des liens sociaux, des repères collectifs. Et on sait que cette anomie a tendance à être associée avec des troubles de santé mentale en tout genre. Pour moi, c'était pas anodin que ce phénomène arrive aussi à peu près en même temps que le phénomène MeToo. Beaucoup d'anxiété autour de ces questions. L'identité n'est pas une entité qui est objectivement diagnosticable comme une tumeur, par exemple. L'identité est effectivement un phénomène qui est partiellement socialement construit. Et une fois que cette révélation survient, eh bien, la société nous doit toutes les accommodations. Nicolas est enseignant et veut dénoncer des directives qui, selon lui, ont été adoptées sans un franc débat. Alors oui, il est d'accord de parler, mais il ne peut le faire qu'anonymement. Je risque potentiellement mon poste ou en tout cas l'ostracisme social. Ces sujets à débat en catimini par 2, par 3 autour de la machine à café, c'est pas sujet à débat très largement. Dans la classe de Nicolas, un garçon a manifesté il y a quelque temps son désir d'être genré au féminin. Ses parents s'y opposent. D'après les consignes qu'on a reçues, on doit faire fi de l'avis du ou des parents parce que l'autodétermination de l'enfant prime sur tout le reste. Elle a dit « je suis à 65% garçon ». Et puis, elle nous a dit ça dans un effondrement, en pleurs. Alors, on l'a consolée. Alors moi, j'ai trouvé, en fait, ça ressemble quand même au résultat d'un quiz. What gender is your soul? Men are from Mars, women are from Venus, aren't they? En fait, je voulais savoir d'où ça venait. Alors, j'ai téléchargé TikTok et Instagram. J'ai cherché, vous savez, les hashtags trans, non-binaire, en fait, tous les mots-clés. J'ai commencé à chercher, et puis j'ai fait semblant d'être une ado, comme je voyais qu'elle faisait. J'ai liké, je likais. Et puis ensuite, au bout de même pas une semaine, à cause des algorithmes, bien sûr, tout ce que je recevais sur TikTok, c'était que de la propagande trans. C'était que ça, que ça. En écho aux scientifiques,
des parents s'organisent un peu partout en associations, portés par les témoignages encore timides, mais toujours plus nombreux, de jeunes qui décident de détransitionner, comme ici une jeune québécoise. Mais ouais, c'est ça, on est là pour faire un petit update aujourd'hui. Donc, ceux qui sont déjà mis Facebook avec nous ou qui nous suivent sur Instagram, vous savez probablement déjà la nouvelle. Moi, personnellement, vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps, je suis plus féminine, que je porte souvent des vêtements typiquement filles, que je porte plus de binder. Donc, vous avez sûrement remarqué ça, puis peut-être que vous vous posez des questions. Donc, dans le fond, c'est parce que je me suis trompé. Donc, je suis pas un garçon, je suis une fille. À 100%. J'ai plus de seins, plus d'utérus, plus d'ovaires. Mon traitement hormonal a modifié mon corps. Donc on peut dire que je suis d'apparence masculine. Enfin, malgré que je n'ai rien du tout d'une femme. Je sais que c'est ce que je suis. Parce que je le suis malgré moi. C'est pas un ressenti, c'est une biologie. Des chromosomes, et puis une caractéristique hormonale. Un enfant, pour lui, c'est très difficile de savoir ce qu'il veut. Un ressenti ne doit pas être traduit dans la réalité, parce que c'est trop dangereux. Aujourd'hui, je pense que c'est tellement surmédiatisé cet effet trans, en fait, que finalement c'est un peu la réponse qu'on trouve directement quand on vient chercher à faire partie de quelque chose, et puis surtout quelque chose qui est porteur. Parce que ce qui s'est passé, c'est que du moment qu'elle est arrivée dans cette démarche-là, on voit, hein, tout de suite, elle est mise sur un piédestal. Donc tout de suite, elle dit « Ah, mais oui, mais tu as le droit de pouvoir t'affirmer en tant que ce que tu veux être. » Donc il n'y a plus du tout le même regard des gens autour d'elle. Tous les professeurs viennent l'entourer, il y a toutes des démarches qui viennent la porter là-dedans. Mais que se passe-t-il lorsqu'un parent, David par exemple, s'oppose à la transition de son enfant ? C'est pas l'école qui prend cette décision, c'est vraiment les gens qui accompagnent la situation et qui amènent l'école à prendre cette décision, disons pour le bien de l'enfant. Nous, on considère comme spécialistes qu'il faut aller dans ce sens-là, quand bien même, encore une fois, dans quelques rares cas, c'est pas la position des parents. Malheureusement, vous faites pas le poids. Du moment qu'on outrepasse l'autorité parentale, ça pour moi c'est quand même quelque chose de très fort. Finalement, quel rôle on a en tant que parent? Du moment que on nous enlève la possibilité de pouvoir accompagner son enfant comme on le ressent du plus profond de ce qu'on est, ça, oui, ça c'est compliqué. On vient tellement aujourd'hui dans cette transaffirmation de définir que du moment qu'un enfant se cherche, il est possiblement en dysphorie de genre, et s'il est en dysphorie de genre, automatiquement dans les autorisations rapides. Donc ça laisse, comme je disais avant, ça laisse pas la place à une ouverture, et c'est ça qui me dérange plus en fait. Donc elle me l'a dit, ah mais papa, j'ai compris, alors toi t'as peur que si dans 2 ans je change d'avis, que je puisse plus revenir en arrière. Je dis oui, bah, c'est ma crainte, et surtout que ça aura engendré au niveau social, au niveau physique, s'il y a une prise d'hormones qui va créer des complications pour son avenir. En Suisse, selon certaines statistiques, une personne sur 27 dans la tranche 14-25 ans est en questionnement de genre. En gros, ça fait un élève par classe. Ce qui n'était pas possible, c'est de me dire faut vite faire une transition, puis après voir si elle va être heureuse. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, on fait des hormonothérapies, des opérations, des choses comme ça, mais on ne sait pas très bien si la personne va être heureuse après. Ce que j'ai absolument peur, et ce que je vois beaucoup dans les mouvements queer, c'est qu'en fait, on est en train de dogmatiser certaines idées du genre. Et la dogmatisation des idées du genre rend le débat impossible. Parce que tout de suite, si on ne rentre pas dans certaines idéologies, on est traité de transphobe, on est traité d'homophobe, et on rentre dans ces raccourcis qui coupent le débat. Et pour moi, le débat, il est fondamental. À tous les parents, pères ou mères de famille, je vous souhaite de pouvoir protéger vos garçons et vos filles de l'expérimentation trans. La violence du débat autour de la question trans nous a frappés. Cette communauté est encore régulièrement stigmatisée. C'est un fait à combattre sans nuance. Mais du coup, tout questionnement sur l'approche transaffirmative se transforme en exercice périlleux.
L'extrême droite n'est jamais loin pour récupérer à sa sauce la plus légitime des questions. À l'exact opposé, les transactivistes considèrent comme suspecte toute interrogation qui sera vécue comme une attaque et taxée de transphobe.